Madame, Monsieur, vous l'avez compris, c'est le rendez-vous le plus attendu du débat politique en RDC. Ça fait débat. Bienvenue à vous tous dans ce numéro où j'ai le réel plaisir de débattre autour de la déchéance de Vital Kamerhe et consorts. Qui pour le remplacer? Nous avons quelques assertions avec nous entre Christophe Mbosso et Isaac Chilumbay. On en débat, on en parle autour de la table avec, je commence du côté gauche, Smalto Tchaba de l'UDPS. Bienvenue à vous et merci d'être là. Merci mon frère Gaëtan de m'avoir invité. Que Dieu vous bénisse. Je salue encore mes co-débatteurs. Alors, je préfère vous titiller d'entrée de jeu. Ouais, Augustin Kabouya a dit que c'est pas l'UDPS qui est à l'origine de tout ce que l'on vit, tout ce que l'on voit actuellement à l'Assemblée nationale, mais c'est Peter Kazadi qui est président de la commission, c'est Mbindoulé qui est membre de l'UDPS. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Smalto Tchaba? Non, d'abord, en entrant déjà, tout simplement, je vais vous dire, mon frère Gaëtan, je pense qu'il faut mettre l'UDPS à côté par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. L'UDPS est un fait privé qui n'a rien à voir avec notre allié de taille, qui est honorable Vital Kamerhe. Donc, il ne faut pas commencer à nous doter à tout moment par les gens, IDP derrière. Non, en tout cas, je mets quiconque en défi de nous prouver les sa conviction. C'est forcément un argument que va balayer d'un revers de la main. Jean-Baptiste Kassekwa, que je présente, que j'introduis également, député de l'Amouka. Bienvenue à vous, merci d'être là. Député honoraire. Honoraire, parce que je dis honorable ou honoraire. Député honoraire de l'Amouka, merci d'être là en tout cas. Merci. Alors, vous avez entendu Smalto Tchaba dire d'entrée des jeux, c'est pas l'UDPS qui est à la base de tout ça. Alors, d'entrée des jeux, oui, je dirais comme Jésus l'a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Cette affaire-là, UDPS, UNC, Mbosso et autres, c'est une guerre qui n'intéresse en rien la population. J'aurais bien été intéressé si, par exemple, j'assisterais à un débat ou un affrontement Kamerhe contre les pétitionnaires, parce que peut-être les pétitionnaires, après la chute de Goma, de Bukavu, auraient initié une motion de défiance contre le ministre de la Défense, de l'Intérieur, où, on voit, la pétition est signée par 262 députés. C'est dire qu'ils étaient même capables d'initier une motion contre Madame Judith Souminois et faire tomber tout le gouvernement, parce que le règlement exige 125, et qu'ils accusent Kamerhe de vouloir bloquer pareille initiative. Là, je me sentirais intéressé. Ou de l'autre côté, Kamerhe, élu de Bukavu, originaire de Walungu, observant la détresse de ses électeurs, de ses parents, de sa population, fils de Goma et de tout le Nord Kivu, touché par ça, aurait peut-être incité les députés de l'INC et alliés d'initier une motion de défiance contre le gouvernement et que les élus de l'UDPS s'y seraient opposés. Et là, moi, j'assisterais à un débat intéressant. Mais ici, c'est une guerre inutile. C'est sorti de nulle part, si je dois vous résumer, en fait. Une guerre de positionnement. Merci raison à vous. Pour laquelle j'ai dit, laissons les morts enterrer leurs morts. Ça reste quand même une grande institution. Angèle Condé qui est à vos côtés, présidente de Sinzili Yakongo. Merci d'être là à vous également. Merci. Mimi Angèle, ça fait quand même longtemps que je vous ai vu là. Oui. Vous portez bien. Comeback. Donc Oui. je suis Et pour ce comeback, le débat auquel nous assistons aujourd'hui, ça vous plaît ou pas à l'Assemblée nationale notamment? Non, je suis citoyen, c'est un débat citoyen, ça ne doit que me plaire. C'est ça aussi la beauté de la démocratie. La liberté reconnue aux citoyens et par-dessus tout aux députés nationaux. Mais ils sont en train de faire une leur pétition travail. qui sort de ex nihilo, si je dois paraphraser, Pas de ex Jean-Baptiste nihilo, Kassekwa. pas de ex nihilo. Comment une pétition peut sortir de ex nihilo? C'est-à-dire, il y a des revendications. À la base, nous l'avons entendu. Si lui-même, Kamerhe, a fait le mea culpa, comment aujourd'hui on peut dire que c'est sorti de nulle part? Donc il y a eu un malaise. Il faut avouer. Est à moitié pardonné.
Donc, est à moitié pardonné. Et pour terminer, the last but not the least, Prince Kinana, président du MND. Merci d'être là, vous également. Merci beaucoup, M. Gaëtan, de l'invitation. Je salue aussi mes co-débatteurs, mais aussi les Congolais qui vont nous suivre du Parlement. Et votre position par rapport à ce débat? C'est intéressant, d'ailleurs, ça m'étonne que le vice-président de la MOCA, l'honorable député honoraire Jean-Baptiste Kassekwa, dise que cela n'intéresse qu'à la population, pendant que lui et moi savons que le Parlement, c'est le poumon de la République. Si à l'Assemblée nationale, les choses ne marchent pas bien, il n'y aura personne pour parler de ce qui se passe au pays. C'est-à-dire que si au niveau de l'Assemblée, les députés ne légifèrent pas, les députés n'initient pas les actions parlementaires, par exemple contre le gouvernement, les actions de contrôle, ou soit leurs actions sont étouffées par les bureaux, rien ne va marcher. Le gouvernement va naviguer à vide, sans contrôle, sans sanction. Or, dans une démocratie, lorsqu'il y a manque de sanctions, il y a un civisme gouvernemental. Donc cela doit intéresser la population, parce que les revendications des députés sont des revendications fondées. Et la pétition était un exercice démocratique et réglementaire reconnu même, de par les règlements de l'Assemblée nationale que nous connaissons tous ici. Et ce n'était que normal, voilà pourquoi cela a été déclaré recevable par l'Assemblée plénière, qui est l'organe suprême de l'Assemblée nationale. Et une commission est déjà mise en place. Les auditions ont probablement commencé aujourd'hui. Peter Kazadi, qui est à la tête de la commission chargée de suivre de près le dossier des pétitionnaires. Le rapporteur, c'est un député national, Yannick également. Alors, certains estiment qu'il s'agit d'un karma qui suit Vital Kamerhe, qui s'embrochait, avait livré entre les mains de la justice Constant Moutamba. Ça, ce sont les partisans de Moutamba. D'autres pensent que c'est de la pure distraction, alors que dans l'est du pays, actuellement, l'AFC 1-23 est en train de former ces nouvelles recrues, parmi lesquelles il y a des soldats des FARDC, et qu'il fallait à l'Assemblée nationale également qu'on affûte les armes pour pouvoir contrecarrer cette avancée. Qu'est-ce que vous en pensez, madame, monsieur? On en parle ici dans Ça fait débat avec mes 4 invités. Je retourne à vous, Smalto Tchaba, de l'UDPS. Alors, si ce n'est pas l'UDPS, mais pourquoi est-ce que l'UDPS laisse faire? Vous savez, d'abord, je vais entrer en profondeur pour dire la pétition n'est pas une exception. La pétition, c'est réglementé même dans les textes qui gèrent l'Assemblée nationale. Donc, c'est la vie normale des parlementaires. Donc, ce n'est pas un tabou. Donc, chaque député doit s'attendre à ça. Un jour, ça peut venir. Mais là où les bas blessent, nous avons constaté que les 5 membres visés par les pétitionnaires, il y a 3 grands professeurs des universités. L'autre qui s'occupe de l'économie, l'autre en droit, l'autre des relations internationales et la politique. Donc le simple fait que les députés se sont levés uniquement pour exhiber les griefs qu'on a déposés pour les 5 membres de l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a un problème très grave. Vous comprendrez que dans la pétition... Il y a 2 personnalités ou 2 membres du bureau qui ne sont presque pas visés. Oui, effectivement, il n'y a pas Prof. Chilumba, il n'y a pas Mbosso, il n'y a plus que 5 membres de la Chambre. Vous comprendrez quand même les griefs qu'on a déposés concernant les 5 Comment expliquer d'abord que ce soit les 2 qui soient exclus seulement? Parce que nous techniquement, mathématiquement, rationnellement parlant, expliquez-nous ça. C'est là où il y a maintenant l'exception, c'est là où il y a l'exception. Pourquoi il y a les 5 membres, que les deux qu'on a exclus. Maintenant, vous comprendrez que les griefs que les députés, les constituants dérivés qu'on appelle les élus du peuple ont évoqués par rapport à la gérance du président de la Chambre haute, en commençant par Vital Kamerhe, les professeurs pour ne pas citer les 5 membres. Jacques Joly, Grace Neema, Philo, je pense, oui. Mais vous comprendrez que nous, les pétitionnaires, ont raison. On parle de quoi? De la mégestion. On parle de quoi? De la non-rédavabilité. On parle des retards de leurs émoluments, y compris et d'autres avantages. Maintenant, la question à se poser, est-ce que les élus ont raison ou ils n'ont pas raison? Le président Kamerhe, en suivant les speeches qu'il a prononcés, il a reconnu en demandant même mea culpa. Même s'il a essayé d'abîmer ça d'une manière politique, mais il a reconnu quand même que tout ce que les députés ont déclaré est fondé. Bon, je me pose, là où les bas blessent maintenant, je me pose la question. Comment expliquer
soulève un débat à haut niveau en disant il y a la mégestion, il y a plusieurs griefs qu'on a posés pour les chapeauteurs de ces bureaux. Pourquoi c'est fondé? Donc c'est-à-dire les professeurs qui gèrent bien l'Assemblée nationale, on les accuse parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur pour gérer les bureaux de l'Assemblée nationale. Donc je me pose moi la question, l'IDPS vient faire quoi dans tout ça? Étant donné que les pétitionnaires ont leurs motions bien spécifiées par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que l'IDPS avait poussé Kamere de ne pas bien gérer? L'IDPS avait poussé les 5 membres du bureau de ne pas bien gérer l'Assemblée nationale? Mais comme on vient à peine même d'installer la commission pour les écouter, attendre Kamere aujourd'hui, d'ailleurs par la dite commission chapeautée par la qui vient de soulever, mais je pense qu'il aura aussi les arguments à avancer quant à ça. Moi, je souhaitais tout simplement vous dire qu'il faut écarter l'IDPS dans tout ça. L'IDPS a 142 députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Et les pétitionnaires sont au-delà des 200 députés. Mais à savoir aussi, l'IDPS n'a pas donné un mot d'ordre pour dire, écoutez, vous allez faire tout ça, c'est crier tout simplement. Alors on dit qui ne dit mot consent. En tout cas, on est en politique. C'est vrai que j'aurais aimé que vous parliez en politicien. Je voudrais écouter Jean-Baptiste Kassekwa. C'est vrai, vous dites ça ne concerne pas, ça ne peut pas nous concerner parce que cette pétition-là ne vise pas le bien fondé de la population. Je vous pose la question en tant qu'ancien député national. Quand vous regardez les griefs qui sont présentés contre le bureau, vous voyez là une pétition de ventre ou un vrai ras-le-bol d'un député en national qui n'est pas bien géré par son bureau? Parlez-nous sincèrement, s'il vous plaît. Merci de la question. Alors, je vais partir de l'expérience de la déchéance du bureau Mabunda. Personnellement, en charge du bureau Mabunda, j'avais déjà déposé plusieurs lettres parce que j'avais des initiatives parlementaires bloquées. Curieusement, je n'avais pas le soutien de mes collègues pour que l'on renverse le bureau. C'est seulement après l'incident de l'investiture de membres de la Cour constitutionnelle. Ouais, ce débat la FCC cache le juridisme qui avait tout autour de ça. Le mot d'ordre est venu du haut lieu et c'est alors que les députés ont initié une pétition. Certains sont même venus me voir pour que, étant donné que moi j'étais celui qui avait initié le plus de lettres de dénonciation du blocage des initiatives parlementaires Mabunda, que je sois le porteur de cette pétition, je leur ai dit, je sais d'où vient la pétition, je suis le Telamouka, je ne saurais pas parler le même langage que vous. Raison pour laquelle, mon frère... Patrick Smato n'a pas raison de dire que l'UDPS n'est pas concerné. Si. Souvent, les griefs ne servent que d'alibi. Parce que autour de la mégestion, de l'incompétence, eh bien, il est facile de monter, de trouver des raisons. Mais si Vital Kamere avait la pleine confiance du haut lieu, je ne pense pas que la pétition aurait prospéré jusqu'à être déposée. On n'aurait pas vu les pro-Kamere être séquestrés par des services de sécurité non dénoncés. Et puis, vous avez toujours vu... un peu à ça, moi, ça me choque à chaque fois. Comment on peut justement entrer par effraction dans un hôtel, séquestrer, brutaliser, torturer pratiquement des députés nationaux, et ça n'émeut presque personne, c'est passé sous silence. Ça aurait pu être vous aussi, en tant que député national. Preuve de plus que les services chapeautés par les hauts lieux, comme je l'ai dit, sont derrière l'initiative. Vous avez toujours vu, même en province, à chaque fois que des députés provinciaux veulent interpeller un gouverneur de province, ou même leur bureau provincial, vous avez toujours vu les télégrammes du ministre de l'Intérieur ordonner même la fermeture des installations des assemblées provinciales. Comment ici à Kinshasa, 262 députés initient à toute liberté, déposent, comme je venais de le dire tantôt, les anti-pétitions veulent initier aussi une démarche parallèle. Ils sont inquiétés? Non. C'est injuste.
Je ne sais pas apporter un jugement de valeur, mais je dis simplement qu'on n'en serait pas là si Kamere gardait la confiance. Alors, Mimi... du président de l'Union sacrée. C'est la preuve qu'il a perdu la confiance et donc on peut déjà s'entencer que... Au sujet de cette confiance, on va y revenir, puisque Jeune Afrique a dit qu'il s'était rencontré la veille même de la rentrée parlementaire. Comment expliquer que même après son pardon, la démarche semble poursuivre son bonhomme de chemin. Mimi Angèle Condé, à quoi justement répondez-vous à cette allégation de Jean-Baptiste Kassekwa, selon laquelle ça vient du haut lieu, cette pétition? Non, je crois que c'est un ancien député. Ouais. Il sait quelles sont les procédures, les mécanismes mis en place par la Constitution, les règlements intérieurs du Parlement pour qu'un député puisse exercer librement le mandat pour lequel le peuple lui a choisi. Nous choisissons les députés pour qu'ils soient les porteurs de nos revendications. Et un député qui sait qu'il a été élu doit à tout prix porter haut les revendications de ses électeurs. Hormis le fait qu'il doit porter les revendications de ses électeurs, nous savons aussi que l'Assemblée nationale est constituée de députés. Dès qu'ils sont élus, et à leur tour aussi doivent élire les bureaux, c'est-à-dire l'organe qui doivent les gérer. Mais lorsque lui-même reconnaît qu'à l'époque de Mabunda, il avait initié plusieurs lettres et qu'il avait dénoncé... Il voulait faire déchoir justement le bureau Mabunda. Il n'avait pas de soutien. Il avait dénoncé, pas d'abord là, les blocages des initiatives parlementaires. Quoi de plus normal, papa? Nous sommes députés. Nous avons des initiatives parlementaires que nous sommes en train de prendre. Et que celui à qui nous avons donné notre confiance, nous avons donné les pouvoirs, nous lui avons habilité à nous diriger, bloque des initiatives parlementaires. Mais lorsqu'on bloque les initiatives parlementaires, c'est ce qu'on ne dit pas. Quelles sont les conséquences? C'est-à-dire, on ne sera pas en mesure de contrôler les gouvernements. Lorsqu'on bloque les initiatives parlementaires, les DG, les PDG, on ne sait rien faire. Lorsqu'on bloque les initiatives parlementaires, c'est-à-dire, ça peut constituer des cas... Mais en quoi est-ce que Kamere est concerné par ça? Mais qui dirige l'Assemblée nationale? Qui dirige l'Assemblée nationale? Un adage le dit. Les poissons commencent à pourrir par où? Ce n'est pas par la tête. Qui est à la tête de l'Assemblée nationale? Les temples de la démocratie. Je crois que ce qui arrive aujourd'hui au président Kamere doit nous interpeller, nous, en tant que citoyens, nous, en tant que députés, nous, en tant que détenteurs du pouvoir. Lorsque le peuple vous accorde une portion du pouvoir, utilise-les pour l'intérêt du peuple. Les députés nationaux, c'est l'émanation du peuple. Ils représentent les peuples. Mais lorsqu'ils ont des revendications, ils vont l'adresser à qui? Au président de l'Assemblée nationale. Si on pose des questions de gouvernance... Vous parlez de l'Assemblée nationale comme si ce n'était pas un siège hautement politique aussi, quand même. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je suis d'abord en train de voir les revendications des députés. À part les revendications des députés, vous savez que le Parlement, c'est le temple de la démocratie. Et les députés eux-mêmes doivent prêcher par l'exemple. Les bureaux de l'Assemblée nationale doivent prêcher par l'exemple. Si vous avez des questions de gouvernance, comment allez-vous faire pour contrôler les gouvernements? Vous-même, vous avez des problèmes de gouvernance. Comment allez-vous faire pour contrôler les gouvernements qui gèrent au quotidien la vie, l'avenir des citoyens congolais? Merci, donc, merci. Moi, je suis en train de me dire, c'est pour la deuxième fois, Vital Kamerhe sous Joseph Kabila a été le président de l'Assemblée nationale. Vous savez de la manière avec laquelle il avait quitté l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'histoire se répète. C'était toujours pendant la crise avec le Rwanda. C'est suspect quand même. Ça reste suspect, Mimi Angèle Condé. Prince Kinana, je reviens à vous rapidement. J'ai parlé tout à l'heure là du momentum. Le temps suspect, les temps où on vient justement faire partir Vital Kamerhe dans l'est du pays. L'AFC M23 a sorti un communiqué ce vendredi même
disant qu'elle est prête, l'AFC justement, à pouvoir contrecarrer ou mettre en place des offensives contre Kinshasa. Et qu'est-ce que nous on fait ici dans la capitale? On débat du sort de Vital Kamerhe. C'est pas une distraction, ça? Il sied d'abord d'éclairer la lanterne de l'opinion que sous Kabila, Kamerhe a été chassé. Il y avait des chars de combat lors de l'élection d'Évariste Bochab qu'il avait remplacé. Par manque de confiance, parce qu'il commençait à marcher à contre-courant par rapport à la vision, voire la ligne édictée par l'autorité politique, ou soit les garants du bon fonctionnement des institutions, ou les thermomètres institutionnels de l'État, qui est le président de la République à l'époque, c'était Joseph Kabila Kabange. On l'avait chassé. Mais ici, aujourd'hui, malgré que le peuple est en train de constater que Kamerhe ne marche pas totalement dans la ligne droite édictée par le chef de l'État, des fois il vient contrecarrer le plan même du régime, d'autres fois il s'annonce être comme celui qui est dans les camps des ennemis. Vous vous rappellerez même avec, c'est celui qui faisait la publicité de l'avancée des rebelles. Vous vous rappelez, l'armée aurait même dit à Kamerhe que le président de l'Assemblée nationale a menti en disant qu'il aussi était passé entre les mains des M23. Et puis il y avait encore un scandale qu'il a créé en disant que à Kalemi, dans les Tanganyika, on aurait massacré plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes, et on est venu le contredire. Mais ici, là où moi je ne veux pas qu'on dise qu'il y a l'IDPS, soit qu'on voit le président de la République. L'on sait que être président de l'Assemblée nationale, c'est une fonction hautement politique. Ne devient pas président de l'Assemblée qui veut, mais un mandat de député est un mandat non impératif. Tout mandat impératif est nul. Jean-Baptiste Kassekwa qui est ici, le sait, il est un député honoraire. C'est-à-dire que les députés agissent librement, de par les prérogatives leur reconnues, tant dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, voire par la Constitution. Donc ici, aujourd'hui, toutes les revendications des députés sont fondées. Et dire que l'avancée de la FCM23, voire la guerre dans l'Est, doit être un motif pour lequel on va maintenir un incompétent à la tête d'une très grande institution comme l'Assemblée nationale. Là, nous sommes en train c'est quand même grave ce que vous dites que Kamerhe est incompétent. Mais je vous rappelle qu'il est passé par des primaires de l'Union sacrée de la nation pour être désigné président de l'Assemblée nationale. C'était une voix, il avait un programme. Il avait une vision qu'il a promis aux députés, mais on l'a vu faire pendant une année. Les députés ont compris que la gestion était kakistocratique, kakocratique, médiocre, opaque. Aujourd'hui, les députés se plaignent de la production parlementaire. Parlons-en. Une session à 3 mois, 90 jours. On enlève 4 dimanches, on reste avec 86 jours. Comment comprendre que la session passée, on n'a eu que près de 25 plénières à l'Assemblée nationale? Écoutez, Mbosso a fait mieux que ça. Mais oui. C'est vrai. Mais il faut examiner. Il n'y a pas à comparer Mbosso Kamerhe. On parle du cas Kamerhe qui a été vomi par les députés qui lui ont fait confiance. Pour qu'une pétition soit déclarée recevable pour le président de l'Assemblée, on exige un quart des membres qui composent l'Assemblée nationale. Mais ici, ils ont largement dépassé le quorum exigé. Ce qui signifie que l'incompétence est criante. Donc, on n'a pas vu ça sous Mbosso que les députés se disent, même 50 députés, Jean-Baptiste Kassekwa est là, dit que nous avons une initiative de 50 députés, on va aller chasser Mbosso, et puis ça a été étouffé. Non. Les initiatives parlementaires, nous nous plaignons du vécu quotidien des Congolais, mais les ministres doivent être contrôlés. On a vu Kissaro être convoqué. Ce n'est pas aux députés qui initient le contrôle parlementaire, c'est à lui qui doit notifier les ministres et les faire appeler de force. Il y a un bureau pour ça qui est appelé à diriger. L'article 36 du règlement intérieur est clair. Kamerhe a une mission de direction et de représentation de l'Assemblée nationale. Il a à peu près 26 tâches à accomplir, parmi lesquelles il se trouve être ordonnateur général. C'est-à-dire que si le droit des députés, et si les députés reconnaissent des impayements, ça c'est lui. Vous savez que pendant cette législature, il y a des députés qui manquent de moyens de locomotion. Les députés vous prennent des motos. Pas seulement des députés, des assistants parlementaires également. Ils ne touchent pas leur argent. Voilà que vous êtes aussi au courant de cette situation. Oui. Mais pendant que le bureau Kamerhe s'est permis de se faire distribuer des voitures entre des Kamerhe est excusable parce que lui-même avait dit que l'argent ne sort pas comme ça sortait avant. C'est faux. Une gouvernance ne peut pas être basée sur les mensonges.
Nous avions vu Doudou Fouamba Lipoundé venir lui contredire à l'Assemblée là-bas pour lui dire nous n'avons pas de dette. L'Assemblée nationale joue d'une autonomie de gestion. Le gouvernement leur donne une dotation. Mais c'est l'Assemblée de pouvoir voir comment gérer cet argent. Si le gouvernement leur donne des moyens et que les bureaux n'arrivent pas à satisfaire les droits des députés, c'est les problèmes du bureau, c'est pas les problèmes du gouvernement. Merci. Et il faut signaler ici que le gouvernement venait encore d'ajouter une somme de 8 milliards de francs congolais au fait de fonctionner de l'Assemblée nationale. Mais regardez l'injustice sociale. Pour terminer. Le membre du bureau s'est distribué des jeeps à 2 reprises. Kamere en a eu 4, Njoli en a eu 4, Chimène Polipoli 4, Chilumba en a eu 4, Grace Nema en a eu 4, Dominique Mounongo en a eu 2, si je ne m'abuse, Mbosso a eu une seule jeep. Mais pourquoi ils se sont précipités à aller prendre leur propre jeep ici vers les TP, les travaux publics, mais ils n'ont jamais dit au gouvernement de pouvoir disposer aussi des moyens et puis donner des jeeps aux députés. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Vous avez bien fait de citer Christophe Mbosso qui n'a reçu qu'une jeep. Voilà. Justement, ça nous pousse à introduire l'autre aspect de notre débat qui, pour remplacer Vital Kamerhe, entre ce Mbosso qui a été victime d'une injustice avec une seule jeep et Isaac Chilumba, on en parle avec toujours mes co-débatteurs. Je retourne à vous, Smalto Tchaba, Patrick. Après ce tour de table, j'ai compris que c'est un problème de confiance politique envers Vital Kamerhe, justement. Et on dit de l'UDPS qu'elle veut justement remettre sur la table la question de la révision de la Constitution. Et puisque Kamerhe s'oppose parfois ouvertement ou non à certains débats politiques, vous voulez les mettre de côté. Mais qui pour le remplacer alors, ces postes? Non, d'abord... On veut revenir à Mbosso, pourquoi? Oui, j'ai dit encore, je l'ai fait encore devant mes co-débatteurs, même devant nos spectateurs, les Congolais, qui nous sont passés un mandat du pays. Donc, les problèmes de Kamerhe n'ont rien à voir avec l'UDPS. Ça, sont les faux fuyants, tout simplement. Vous comprendrez que les griefs qu'on a posés sur les 5 membres du bureau, on accuse quoi? Il y a manque de transparence. Il y a les non de rédavabilité, mauvaise gestion. Mais lorsqu'on vous dit on acquise tout cela, l'IDPS vient faire quoi ici? Parce que c'est l'affaire personnelle du bureau qu'on dit que non, écoutez, si vous avez travaillé, vous n'avez pas bien travaillé. Vous avez mal géré. Vous avez tellement mal géré. Jean-Baptiste Kaseko a dit que c'était un problème de mot d'ordre. Non. Il y a toujours un mot d'ordre qui est donné. Vous avez combien de députés? C'est son point de vue. Dans votre mosaïque, il y a combien de députés? Nous avons, pour votre information, nous avons au moins 140 quelques députés dans l'ensemble. Et vous comprendrez que sur la liste en question, il y a au moins 75 députés de l'UDPS, pour votre information. Ah bon? Je vous dis, vérifiez, et c'est vérifiable, 75 députés de l'UDPS qui ont signé. Mais pourquoi pas les autres? Donc c'est pourquoi, donc les gens, dans le monde actuel, même quand on existe Kamerhe, vous comprenez, c'est le cas de Moutamba. Lui avait livré Moutamba. Ça, c'est la phobie, excusez-moi pour le terme. Lui est président de l'Assemblée nationale. Ce sont les députés qui sont manifestés dans l'unanimité pour dire Moutamba doit être mis en accusation. Est-ce que c'est lui qui veut donner le mot d'ordre? Franchement, sois sérieux. Même s'il faut changer la constitution, Kamerhe est sur place. Est-ce que Kamerhe va empêcher les 400 signatures si sa tête de ne pas signer? Il peut retarder. Mais il va retarder comment? Parce que non, il va retarder parce que les députés vont dénoncer ça. Qui retarde pourquoi? Parce que pour qu'on arrive à ce point-là, lui-même... Vous avez reconnu au président de l'Assemblée nationale un certain pouvoir de blocage, n'est-ce pas? Non, pas pouvoir de blocage. Bloquer pourquoi? Parce que le président de la République donne un mot d'ordre. Parce que lui doit marcher dans l'avion du chef de l'État, Kamerhe. Il n'est pas marché en controverse avec le président de la République. Donc le président de la République demande que nous voulons changer la Constitution, mais lui va refuser comment, étant donné que nous il est seul. Il y a au moins plus de 450 députés, 500 députés dans l'hémicycle. Vous comprendrez que les gens qui arrivent à dire cela, je m'inscris en faux par rapport à cette logique qui est totalement irrationnelle. Donc, le primordial qui est là, ce n'est pas l'IDPS, c'est les députés ont constaté, ils ont fait un constat. Et ils ont motivé même les répétitions, motivé les répétitions. En lisant même la motivation de la dite pétition, vous comprendrez que l'IDPS n'est pas partie prenante. Si aujourd'hui on commence à créer OFO, il y a un mot d'ordre et tout ça, c'est faux et archi faux. S'il y a un mot d'ordre, ça s'est passé par téléphone. Et c'était où? Donc on veut simplement frustrer Kamerhe pour dire l'IDPS est derrière tout cela. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a fait arrêter les députés pro-Kamerhe? J'entre en profondeur. Il y a un député que j'ai suivi à travers la chaîne de Sango Mokonzi. Le député est de l'union sacrée. Il est de Kisangani. Il a dit Yango Chikala.
Oui, il a dit que je suis de l'Union sacrée. J'étais ébahi lorsque j'ai été interpellé par les services. On l'a fouillé partout, il a dit. Partout, en tout cas. On a même fouillé, dans les partis les plus secrets. Il y a déjà l'exception. On a dit que c'est les députés pro-Caméré qu'on avait interpellés. Mais ici, on parle d'un député qui est proche, qui est même de l'Union sacrée, qui a été interpellé. Donc vous comprendrez qu'il y a les contrastes par rapport à nos amis ou bien nos frères congolais qui ne voudraient pas voir Caméré prendre la République pour dire, commencer à déabouler à tout moment. Non, l'IDPS a fait ça. L'IDPS est clean. L'IDPS est en train d'observer de très loin. L'IDPS est un fait privé qui n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. Alors pourquoi est-ce que vous voulez faire revenir Christophe Mbosso? Non, quand on parle... Est-ce qu'il a mieux géré que Vital Kamerhe pendant tout ce mandat? Bon, en tout cas, d'ailleurs, quand on dit peut-être que nous voulons faire venir Mbosso, attention... vous pensez qu'il doit revenir alors? Qui doit briguer ce poste après vous? Non, nous avons des gens... Même l'IDPS peut prendre ça, il n'y a pas de problème. Même si on prenait Tshilomba devient président de l'Assemblée nationale, où est le problème? Si aujourd'hui on décidait par les députés que Tshilomba dirige l'Assemblée nationale, où est le problème? En termes de profil. Il n'y a pas un problème. En termes de profil. Par exemple, comparativement à Vital Kamerhe, politiquement parlant. Quel profil Vital Kamerhe a? Vital Kamerhe d'hier, ce n'est pas Vital Kamerhe d'aujourd'hui. Cristiano Ronaldo d'hier, ce n'est pas Cristiano Ronaldo d'aujourd'hui. Mbemba d'hier n'est pas Mbemba d'aujourd'hui. Donc, à chaque fois quand il y a l'âge qui avance, même l'intelligence diminue. Vous comprendrez que la puissance qu'avait Vital Kamerhe hier, ce n'est pas ce qu'il a aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai toujours répété haut et fort que le président de la République avait manqué l'occasion de faire quoi? De faire la mutation politique avec une nouvelle génération. À la place de prendre les mêmes personnes, kabilistes, mbembistes et tout consort. Et c'est là où on trouve des bouillabaisse. Bon, bref, pour chiter, c'est pour dire, IDPS n'a rien à voir avec les pétitionnaires. IDPS est une partie prenante. C'est la volonté exprimée par les constituants des dérivés qui sont les députés nationaux et les élus du peuple. Merci, donc quand on commence à parler à haute voix, par les gens qui crient à haute voix, oh non, IDPS derrière tout ça, IDPS, Kamerhe est notre allié principal. On ne voit pas pourquoi on peut aujourd'hui être derrière la machination pour les mettre à l'écart. Et vous dites que Isaac Tshilomba devrait normalement remplacer. Mais pourquoi pas lui à la tête de l'Assemblée nationale? D'ailleurs, pourquoi pas lui? Nous sommes partis au pouvoir. Nous ne pouvons pas même prendre... si on a donné l'Assemblée nationale à un allié, c'est la voix chef de l'État. Mais la logique fondée, l'Assemblée nationale devait être gérée par les présidents de l'Assemblée nationale comme cadre de l'IDPS et l'adjoint comme un allié. Mais ça ne se passe ainsi, c'est ça la logique rationnelle. Mais si on a fait ça, on est de bonne foi, premier mandat, deuxième mandat, mais c'est arrivé que lui Vital Kamerhe, s'est retrouvé devant, et quoi, par rapport à son comportement vis-à-vis des élus qui n'a rien à voir avec l'IDPS. Votre réaction à chaud, Jean-Baptiste Kaseko, par rapport à tout ce qu'on venait de dire, c'est vrai que c'était un bureau un peu avare et mégestionnaire, c'est vrai? Bon, je ne saurais pas défendre la gestion du bureau de Kamerhe. Je ne dis pas non plus que les griefs sont infondés. Simplement, partant de l'expérience, de l'observation du fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Parlement, je répète qu'une initiative de ce genre n'en arriverait pas là sans les quitus du haut lieu. Mais moi, je voudrais plutôt en venir aux conséquences, aux incidences. Parlons-en justement. Par exemple, par rapport au processus de paix, processus de Doha, qui bloque aujourd'hui autour de la question de la libération des prisonniers. Éventuellement, que la question de la libération des prisonniers exigerait une loi d'amnistie. Je me souviens ici qu'à la session de septembre 2023, nous étions déjà à pleine guerre. Au calendrier de la session de septembre 2023 était inscrit l'examen d'un projet de loi portant amnistie. Ici, l'Assemblée nationale, qui doit se prononcer sur cette question, a supposé qu'un projet de loi venait du gouvernement. Oui. Il est déstabilisé. Cette déstabilisation-là ne va pas prendre fin avant le 15 octobre. Avant la fin de la session, vous voulez dire? Non, on n'ira pas jusqu'à la fin de la session. Si la commission termine ses auditions demain, à début de semaine, la commission présente son rapport. Et si le rapport est adopté dans le sens d'accorder aux 5 incriminés la parole pour se défendre, et puis la plénière va passer au vote, et donc ça va nous prendre toute la semaine prochaine.
Et si on en arrive à ce stade-là, il va falloir lancer un appel au dépôt des candidatures. L'autre semaine sera engagée une période de campagne pour que l'on élise les nouveaux membres et finalement on arrive à l'installation des nouveaux bureaux définitifs, raison pour laquelle je projette la fin de cette crise au 15 octobre. Mi-octobre. Pendant ce temps-là donc, dans l'éventualité d'un projet de loi d'amnistie pour régler la question des prisonniers politiques, eh bien, nous serons à stand-by. Entre-temps, nous retardons donc le processus de paix. La gravité de la situation sur le terrain, la gravité de l'occupation exige que l'on accélère. Et l'Assemblée devait être cette institution-là qui se mobilise pour dire comment on peut lever les entraves à la conclusion des différentes initiatives de paix. Qu'est-ce que nous faisons pour obtenir la mise en œuvre de la résolution 2773? Rien que tout ça. En fait, cette déstabilisation qui se passe à l'Assemblée nous montre qu'en réalité, l'Union sacrée ne dispose pas d'un plan stratégique de sortir de cette crise de guerre. Parce que si l'Union sacrée disposait d'un plan stratégique de sortir de la crise, elle comprendrait, partant d'un chronogramme bien précis, que les négociations, peut-être des Doha, nous exigent que pour régler telle question, telle institution doit jouer tel rôle, telle institution doit jouer tel rôle. Autrement, Kamere, comme Bemba, comme beaucoup d'autres, sont des figures de l'Union sacrée qui, en réalité, ont quand même une expérience dans l'histoire des guerres de notre pays. Et donc, au sein de l'Union sacrée... Si je comprends bien, vous voyez que c'est le profil idéal, justement, pour suivre de près ces dossiers. Je ne voudrais pas juger. Chacun de nous a une contribution à donner, en dépit de ses limites, de ses failles. Kamere était quand même le chargé du suivi du processus de Sun City en 2002. Bemba, il était président du MLC, c'est un ancien seigneur de guerre. Et donc, si par exemple, au sein de l'Union sacrée, il y avait un groupe de travail chargé du suivi des processus de paix, on créerait une unité d'objectifs autour de la sortie de crise. Mais ça n'existe pas au sein de l'Union sacrée. Au lieu de ça, c'est une guerre de positionnement. Vous avez bien posé la question, qui pour succéder à Kamere? Je sais que vous n'êtes pas mieux placé pour répondre à ça, mais tentez quand même. J'étais là du temps du Kolo Tumboso. Oui. En juin 2023, Christophe Lutumnula, ancien ministre des Affaires étrangères, est convoqué devant la commission défense et sécurité pour nous parler du processus de Nairobi, du processus de Luanda. Et Lutumnula dit: je déplore le fait que vous m'invitiez à la clôture de la session de mars 2023. Toutes les explications que je vais vous présenter ici ne vont servir à rien parce que la session de septembre 2023, nous serons déjà à pleine campagne. Et il ajoute que je regrette que vous ne m'ayez pas accordé à temps l'occasion de vous parler de ça, alors que depuis le mois de mars 2023, Christophe Lutumnula lui-même a déposé sur la table du président Mbosso une lettre demandant qu'il lui soit donné l'occasion d'expliquer à la représentation nationale les entraves au processus de paix. Et à ce temps-là, c'est le bureau Mbosso qui a bloqué. Donc pour moi, bureau Mbosso comme bureau Kamere, c'est la même chose. Les oiseaux de même plumage. Merci. C'est la même chose. Merci beaucoup. Mimi Angèle Condé, présidente de Sinzili à Congo. Jean-Baptiste Kasekwa dit: l'Union sacrée de la nation n'a pas de plan stratégique de sortie de crise, raison pour laquelle cette plateforme tournoie autour de débats, des guerres, des positionnements. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que l'Union sacrée de la nation n'a pas un projet de sortie de crise. Vous savez que ce qui se passe au Parlement actuellement ne peut pas nous amener à nier que nous avons un gouvernement de la République. Nous ne pouvons pas nier que la ministre des Affaires étrangères
Thérèse Kaikwamba a fait un travail de titan, nous ne pouvons pas ignorer que notre Premier ministre Judith Suminwa est en train de se battre pour que réellement le gouvernement soit à la hauteur et qu'il apporte des réponses à toutes ces questions qu'il a soulevées ici. Nous savons qu'au mois de septembre, à l'Assemblée nationale, c'est une session budgétaire. Oui, comme on le dit, oui. C'est une session budgétaire. Et dans cette session budgétaire, sans moyens, on ne peut rien faire. Mais cependant, les députés... Donc, il faut qu'on dissocie, qu'on reconnaisse au moins lui-même qui était député, qu'il peut user aussi de sa liberté. Il n'est pas dit que quand on est député, inscrit sur tel regroupement politique, vous n'avez pas des initiatives personnelles que vous pouvez prendre. Lorsque lui écrivait des lettres pour dénoncer les blocages des initiatives parlementaires, il l'avait fait en tant que député ou il le faisait en tant que regroupement. Et aujourd'hui, la situation qui est devant nous, que nous devons gérer, c'est d'abord de comprendre, lorsque vous êtes dans une maison et qu'il y a des revendications et que les enfants sont frustrés, ils doivent s'adresser à leur père. Ils doivent dénoncer les raisons de leur frustration. C'est ce qu'ils ont fait devant Cameroun. Imaginez-vous, vous avez un père qui doit faire face à une crise à l'extérieur du pays, des agresseurs, des voleurs sont là, et vous les enfants, vous lui ajoutez encore des problèmes aux problèmes. Non, les enfants vont dire, c'est pas parce qu'il y a la guerre que nous ne pouvons pas manger. C'est pas parce qu'il y a la guerre que nous ne pouvons pas aller à l'école. C'est pas parce qu'il y a guerre qu'on ne peut pas soigner un enfant qui est malade à la maison. Non, ce sont des faux fuyants. Ce sont vraiment des faux fuyants. Et aujourd'hui, ce qui peut amener certains députés qui ne sont pas signataires de cette pétition, parce que n'oublions pas que Patrick a dit, Smalto, qu'il y a 262 députés signataires. Donc au-delà de la moitié du Parlement. Et l'UDPS n'a que 70 et quelques 76 signataires. Donc on ne peut pas donner toute la charge à l'UDPS. Ce qui nous amène à dire que dans l'union sacrée de la nation, il y a... Être président du Parlement, c'est un poste politique. Lorsque vous avez mal géré, quoi de plus normal que d'autres plateformes puissent chercher à prendre votre place qui d'après vous, serait mieux placé? J'aimerais qu'on écarte un peu Christophe Mbosso, comme venait de le dire. Jean-Baptiste Kasekwa, il a dit qu'il y a eu beaucoup de blocages avec lui. Attendez, pourquoi on est en train de cibler seulement Pépé Mbosso? Pourquoi on va cibler seulement le professeur Chilumbai? Non. Il a donné la procédure. Mon co-débatteur, le député honoraire Jean-Baptiste Kasekwa, qui connaît bien les mécanismes et les procédures du Parlement parce qu'il fut député. Donc, dès qu'on va terminer toutes ces procédures contradictoires et tout, nous allons passer au vote. Pour aller au vote, il y aura ouverture des candidatures. Et c'est en ce moment-là qu'on saura si réellement Pépé Mbosso avait des ambitions pour devenir président de l'Assemblée nationale. Vous concernant, quant à vous en fait? Quant à moi, je trouve que... Vous jetez les yeux sur quel profil, sur quelle personnalité particulièrement? Je ne jette pas déjà des profils de Mbosso ou Chilumbai, non. J'ai dit ça va être ouvert cette fois-ci, les députés. La fois passée, vous vous êtes trompé, vous êtes allé au primaire. Kamer est issu du primaire. Oui. C'est eux-mêmes les députés qui avaient choisi Kamer. Et aujourd'hui, c'est le même député qui vient dénoncer qu'il y a mégestion. Cette fois-ci, ouvrez l'œil et les bons. Parce que nous, population, nous n'allons pas continuer à vous regarder dans ces cercles-là, dans ces cirques-là. Cette fois-ci, regardez quel est le profil qu'il vous faut, l'homme de cœur, l'homme qui va gérer dans la transparence, non seulement dans la gestion du Parlement, mais aussi des aspirations du peuple. Voilà, voyez tout ce qui s'est passé. À l'aéroport, RVA, il y a eu ceci, le président est resté dans les airs, il y a la SNEL, il y a... Quand est-ce qu'on va appeler ces gens-là pour qu'ils s'expliquent, pour qu'on comprenne les dysfonctionnements qu'il y a dans certaines entreprises de l'État? Merci beaucoup. Donc, la charge revient aux députés pour que cette fois-ci, qu'ils élisent un bon président de l'Assemblée nationale et les membres du bureau pour que nous puissions
aller de l'avant et affronter les défis qui sont devant nous, les défis sécuritaires et les défis sociaux. Prince Kinana, le Rwanda a apparemment eu une avance sur nous. Tous les débats sur le processus de paix, après qu'on s'est rencontrés à l'extérieur du pays, directement à l'Assemblée nationale, les députés sont mis au parfum et ils votent de loi, ils avancent, mais c'est toujours du côté congolais qu'il y a le retard. Comment expliquer ça? Ici, je déplore une malhonnêteté de la part de l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa. On aurait pu éviter de pouvoir parler Mbosso. On pouvait parler des Camérés, parce que c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui qui est remis en cause. Mais il sait que sous l'ère Mbosso, l'ère droit en tant que député était quand même reconnu. Sous l'ère Mbosso, il ne manquait pas où prendre des soins parce que l'Assemblée nationale n'était pas insolvable auprès des hôpitaux. Aujourd'hui, l'Assemblée même est insolvable auprès des banques. Vous êtes régi par la CESOPA, comme je le suis aussi. Nous comptons combien de mois d'arrière à la CESOPA. En tant que député honoraire, c'est la responsabilité des Camérés. Les initiatives parlementaires ne proviennent pas seulement du bureau. Inviter les ministres en commission ou soit venir les entendre, soit par motion et autres. On a vu des ministres défiler son Mbosso. Vous avez fait tomber les DG de la SNEL à la législature passée. C'était pas vous. Des fois, nous devons éviter certaines manœuvres politiciennes. On doit être honnête dans ce que l'on fait. Bon, pourquoi Mbosso? Pourquoi pas lui? Pourquoi pas Chilumbaï? Pourquoi pas tel? Il y a des critériums requis pour être membre du bureau. Il y a la formation, il y a l'expérience, il y a la crédibilité et l'honorabilité. Partant de certains critères, Kamere serait déjà exclu. Non, je vais vous révéler un fait. Kamere répond bien à tous ces critères. Non, là c'est selon vous. Là c'est selon vous. Je vais vous donner un exemple. Les noms revêtent un caractère sacré. L'Assemblée nationale ne peut pas se transformer en une salle de spectacle ou de théâtre. Il y a un député qui s'appelle Mambindi Koloburu, il est de l'Équateur, je ne m'abuse. Mais le président de l'Assemblée nationale se permet de déformer son nom en attribuant à ce nom un caractère injurié. Et puis, ça devient un fait sociétal et personne ne s'indigne. C'est être honorable en le faisant. Parce que le membre de l'Assemblée nationale ne s'appelle pas honorable. Non, il s'appelle député national. Quand on est membre de l'Assemblée nationale, vous êtes député. Lorsque nous gouvernement, vous êtes ministre, vous n'êtes pas excellence. Mais l'honorabilité, elle est rééquée parce qu'on attendait qu'ils se comportent dignement, parce qu'ils doivent quand même aider la société. Bon, ici, Mbosso fera l'affaire. Comme vous vous rappellerez, les disciples, lorsqu'une tempête s'est lancée, ils se trouvaient dans la barque, ils n'ont pas imploré Dieu le Père, ils savaient bien prier. Ils ont réveillé Jésus-Christ, qui était avec eux dans la barque. Vous vous rappelez de cette... Ici, Mbosso est à l'Assemblée nationale, il a la formation, il a l'expérience, il a été 2 fois bureau d'âge, une fois il a géré les bureaux définitifs, et il a toujours été l'homme des instabilités. Comme à l'époque de Mabunda, il est venu remettre l'homéostasie institutionnelle. Il faut quelqu'un de confiance aux côtés du chef de l'État, qui va non seulement permettre aux députés de travailler dignement, mais implémenter aussi la vision du chef au sein de la Chambre basse. Vous parlez des accords et des initiatives prises par le gouvernement. Prenons par exemple le cas de l'accord signé au niveau de Washington. Mais lorsque les députés partent que ce soit à Washington, que ce soit à Doha, au Rwanda déjà, ils ont avancé. Quel pas avons-nous franchi comme je le sais aussi, toutes ces négociations? Que lorsque les députés partent en vacances, ils sont payés, ils ont 3 mois de leurs émoluments parlementaires. C'est-à-dire que le bureau caméré pourrait mieux inviter les députés pendant les vacances, même une exception extraordinaire pro bono, pendant même 2 jours. Ça aurait pu faire l'affaire. Et mettre en exergue en musique l'article 214 de la Constitution, c'est-à-dire ratifier ces accords-là. Et ça aurait profité à la République. Les initiatives au gouvernement ne sont pas suivies par les initiatives à l'Assemblée nationale. Et les députés vous disent, qui bloque cela, c'est les bureaux. Mais on a en quoi? Parce que nous observons, nous tous, comment ces caméras marchent à contre-courant par rapport à ce que veut le chef de l'État. Merci. Donc, merci à vous. Merci. Il faut un bureau qui viendra remettre... On va faire le dernier tour de table. Et permettre à ce que les choses avancent. On aura pratiquement... Vous n'avez pas répondu à la question du Rwanda concrètement et le retard que nous accusons. On va faire un dernier tour de table. 1 minute chacun pratiquement. Je commence par vous. Patrick Smalto, Tchaba,
justement, pour terminer, à quoi est-ce que tous ces débats profitent à la population? Maintenant, là, à Gombe, il n'y a plus d'électricité depuis 4 jours. Les projets de construction de routes dans la capitale marchent à pas de tortue. La crise dans l'Est, les chefs de l'État qui étaient bloqués dans les airs. Toutes ces situations aussi graves devraient normalement avoir une certaine partie de réponse à l'Assemblée nationale. Pourquoi retarder le développement, l'élan de la nation comme ça? Oui, je préfère encore prochaines occasions, mon frère Gaël, et que quand même qu'il y ait le temps élargi, parce que on n'a pas vraiment même terminé mes mathématiques, mais bientôt on va terminer l'émission. Mais étant donné que vous avez suivi les intelligences qui travaillent en synergie pour donner quand même, éclairer l'opinion quant à ces. Bon, je pense que chez nous, j'ai d'abord concernant les députés nationaux, et on les appelle les cas de la République, mais chose que moi je condamne. L'argent qu'on paie de nos députés là, c'est l'argent qu'on paie de nos militaires qui sont en guerre, qui sont devant les canons, en train de combattre pour la patrie. Et non à nos députés qui sont ici, quand on dit, qui sont pour, qui sont contre les abstentions. Si nous faisons même des passages en revue, si nous posons la question à nos députés, depuis le premier quinquennat, citez-moi un député qui a déjà proposé une loi favorable à la population congolaise. Il n'y en a pas. En commençant par notre nous d'aboli des PES. Depuis qu'ils ont commencé, non? Depuis qu'ils ont commencé. Donc les débats dans l'Assemblée nationale, c'était comme des émoluments. On ne nous a pas payé, on ne nous a pas payé, il faut ajouter l'argent et tout ça. Qu'est-ce que vous faites au niveau du Parlement? Quand on pose la question dans l'hémicycle transformé comme dans un ring de boxe, oh non, ça se passe partout. Attention, mais ça se passe au Sénégal. Le Sénégal n'est pas comme le Congo. Ça se passe en France, l'Afrique n'est pas comme le Congo. Ça se passe en France, la France n'est pas comme au Congo. Je souhaiterais un jour, au niveau de l'hémicycle, on transforme l'hémicycle avec des coups de poing parce qu'on a revu les carburants à la hausse. On a revu les pains à la hausse. La population congolaise est en train de souffrir. Les militaires ne sont pas payés. Et avec ça, on va acclamer. Mais si dans l'hémicycle, les problèmes tournent autour d'argent, on nous a pas payé, il faut ajouter. Et que dirait maintenant les peuples congolais qui sont en train de voir à qui on a donné déjà les mandats pour parler pour eux, mais vous arrivez là-bas pour dire non, il faut nous payer autant. Merci pour dire quoi. Oui. Cette fois-ci, on va se référer par les testaments qui étaient légués par Étienne Tshisekedi en disant, évidemment, prenez-vous en charge. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci à vous. Et ça reste plus confiance à nos députés. D'ailleurs, Jean-Baptiste Kassekwa, vous avez été beaucoup chargé à la fois par Mimi Angèle et Prince Kinana, justement, qui estime que vous avez bénéficié de beaucoup de faveurs du temps de Mbosso Kodia. Mais on parlait tout à l'heure des conséquences de tout ce débat, de toute cette polémique autour de la destitution. J'aimerais que vous nous en disiez comment expliquer ce recul, ce décalage entre ce qui se passe au Rwanda, dans l'Assemblée nationale, et ce qui se passe ici en RDC, notamment. Je ne saurais rien trouver à applaudir de ce qui se passe au Rwanda. Ils ont vite soumis l'accord de Washington à l'approbation de leur Parlement parce qu'ils savent que cet accord de Washington a été une capitulation pour la RDC. Nous avons avalisé le discours traditionnel du Rwanda d'après lequel les troupes rwandaises sont en RDC du fait de la Libye des FDLR et que le retrait de troupes, ce qu'ils appellent la levée des mesures de défense rwandaise est concomitante, n'est-ce pas, à la neutralisation des FDLR, nous sommes tombés dans les pièges du Rwanda et donc ils ont estimé que c'était une victoire pour eux, raison pour laquelle ils sont passés à le soumettre. Maintenant, pour revenir à notre débat ici, comme je l'ai dit au départ, laissons les morts enterrer leurs morts. J'ai entendu les gens de l'UNC dire que Vital ne va pas démissionner, il ira jusqu'au vote. Je les encourage qu'au débat, lorsque Kamere va prendre la parole, qu'il procède à un déballage. J'ai entendu les gens, les pétitionnaires dire que après cette échéance, ils vont porter une plainte contre Kamere en justice. Je les encourage, ce sera une manière de détruire davantage la cohésion nationale. Mais je termine en disant, en rappelant à l'Union sacrée, qu'ils ont l'obligation de résultats. Nous avons déjà 2 provinces sous occupation. Nous avons l'AFC M23 qui fonctionne comme un proto-État. Avec une police, avec une armée. Merci à vous. On ne saura pas apprendre. Qu'ils se mettent, qu'ils accordent rapidement leurs violons.
qu'ils reviennent sur une unité d'objectifs autour d'un plan stratégique. Dans le cas contraire, ils nous exposent à un événement comme du temps de Mobutu. L'AFTEL nous a emportés tous à moins de 7 mois. Pendant qu'à Kinshasa, on discutait des palais de marbre 1, palais de marbre 2. Merci à vous. Merci beaucoup. Mimi Angèle Condé, peut-être un conseil. C'est vrai, vous dites que c'est inévitable ce qui se passe, mais pour que la chute, l'atterrissage ne soit pas grave, que conseillerez-vous aux uns et aux autres afin qu'on sorte vite de la crise? Je crois qu'à ce stade, avec 262 députés, je ne vois pas comment le président Kamere va continuer à gérer l'Assemblée nationale. Qui lâche l'éponge, c'est pas moi. Qui jette l'éponge, qui démissionne. J'aimerais que le président Kamere, je sais que c'est un homme très intelligent, c'est un homme galant, c'est un homme qui comprend la politique mieux que nous tous. Et qu'il sait que l'enjeu au niveau où il se trouve, il est dans un chemin de non-retour. Qu'il sorte avec honorabilité. En démissionnant. Parce que alors, votre dernier mot aussi, Prince Kinana, vous estimez que Kamere devrait démissionner pour sauver la patrie, c'est ça? Non, il ne le fera pas parce qu'il a dit, il doit continuer jusqu'au bout. D'ailleurs, lorsque la pétition est déjà lancée, c'est jusqu'au vote, il n'y aura pas d'interruption. Nous l'attendons qu'il vienne se défendre. Il ne va pas venir là pour nous amener des discours des politiciennes et disant que non, voilà, pardonnez-moi, il y a eu ceci, cela. Le peuple attendait de l'ensemble des résultats qui accompagnent le gouvernement dans sa politique, dans la gestion de la politique de la nation. Donc il nous faut un nouveau bureau qui va permettre à ce que le gouvernement puisse mieux travailler. Avec Mbosso Kodia. Bon, là c'est mon choix, moi. Et merci à vous. Voilà, c'était rapidement autour de cette table, Mimi Angèle Condé, président de Sinzilia Congo, Jean-Baptiste Kasekwa, député honoraire de Lamuka, Prince Kinana, membre et président plutôt de MND, pro Mbosso Kodia, et Patrick Smato-Tchaba de l'UDPS. Merci à vous aussi pour votre attention. Retrouvez Arlette Boutella le vendredi prochain dans Ça fait débat. Retrouvez également vos programmes sur Télé 50 aux heures habituelles. Quant à moi, je vous dis au revoir.